Aujourd'hui, il y a 48 gènes qui sont impliqués dans les dyskinésies ciliaires primitives. Donc, il y a des gènes de structure de l'axonème, comme par exemple DNAH5 ou DNAH11, qui sont fréquemment impliqués. Mais il y a également des gènes qui sont impliqués dans l'assemblage cytoplasmique des constituants, représentés en bas à gauche, et certains gènes qui sont des facteurs de transcription qui sont impliqués dans la multiciliogénèse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 de ces gènes, plus 2 autres gènes d'infertilité, vous allez voir pourquoi. Alors, FOXG1, en fait, c'est le premier gène qui vient d'être impliqué dans une transmission dominante. En fait, les dyskinésies ciliaires primitives, c'est majoritairement récessif. Il y a seulement 3 gènes qui sont situés sur le chromosome X. Et donc là, c'est le premier cas de transmission dominante avec un facteur de transcription qui est impliqué dans la multiciliogénèse. Donc, sur ce schéma qui a été réalisé par Laure-Emmanuelle Zaragossi, eh bien, vous voyez qu'en fait, il y a déjà 2 acteurs qui sont connus depuis quelques temps, qui sont MCDAS et CCNO, qui sont cruciaux pour la multiciliogénèse. Et FOXG1, lui, est un acteur qui intervient plus tard dans cette cascade de différenciation et il joue un rôle dans l'accrochage des corpuscules basaux et l'expression de plusieurs protéines de l'axonème. Donc, sur la droite, vous avez la microscopie électronique et l'immunofluorescence de contrôle en haut et de 2 patients en bas. Et vous pouvez voir que les flèches rouges, en fait, indiquent des corpuscules basaux qui sont anormalement présents à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme, et qui n'ont pas migré vers la surface. En vert, vous voyez que les cils sont soit absents, soit anormalement courts. Et en rouge, vous voyez le marqueur de corpuscules basaux qui indique qu'ils sont anormalement situés à l'intérieur profond dans le cytoplasme. Alors, chez tous ces patients, il y a quelque chose qui est frappant, c'est qu'en fait, ils ont tous une hydrocéphalie. De façon plus classique, la moitié d'entre eux présentent une hétérotaxie. Alors, Necten est également un nouvel acteur. C'est la première fois qu'une kinase est impliquée dans la maladie et il joue un rôle dans la régulation de la longueur des cils respiratoires. Donc, chez ces patients, le diagnostic a d'abord été porté par une dilatation des bronches associée à une ultrastructure ciliaire qui semblait normale en microscopie électronique. Alors, la fréquence de battement était également normale, alors qu'en fait, comme vous pouvez le voir sur la gauche, il y avait vraiment une altération du transport mucociliaire. Et donc, les auteurs de ce travail ont montré qu'en fait, c'était lié à un raccourcissement de l'espace liquidien périciliaire qui est très probablement lié au raccourcissement des cils des patients. Vous pouvez voir sur la droite, les cils des patients en rouge sont environ 25% plus courts que ceux de contrôle. Donc, il y a un autre gène pour lequel l'ultrastructure semble normale, en tout cas au niveau de l'axonème, avec un battement qui est conservé, c'est GAS2L2, qui joue un rôle, lui, dans l'orientation de l'axe des cils en eux-mêmes. Donc, sur l'image de gauche, en microscopie électronique, vous avez les flèches jaunes qui représentent l'orientation des corpuscules basaux dans l'axe de leur centre vers leur pied. Et vous voyez que chez le patient, eh bien, les flèches jaunes ont des directions opposées, ce qui se traduit dans l'analyse du battement sur la droite, avec par exemple au niveau de la deuxième cellule, eh bien, des directions de battement qui sont complètement anarchiques et qui expliquent le défaut de clairance mucociliaire. Alors, à quoi sert GAS2L2 ? Alors, on ne sait pas encore exactement, on sait à peu près où il est situé. Donc, sur ces belles images d'immunofluorescence, il est représenté en vert et les différents constituants de la cellule sont représentés en fuchsia. Donc, il n'est pas situé dans l'axonème. Des analyses plus fines de colocalisation ont montré qu'il était très proche des corpuscules basaux, du pied de ces corpuscules et de la routtelette. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est une étiologie qui est très rare. Il n'y a que 2 patients qui sont décrits dans le monde et avec un allèle ancestral qui est probablement français, puisqu'il y a une patiente du laboratoire qui est d'origine bretonne et un patient américain qui, lui, a des ancêtres cajuns. Alors, TTC12, c'est un gène qui est impliqué dans l'assemblage des constituants au sein du cytoplasme. Et ce qui nous a intrigués, en fait, c'est que les patients n'ont pas le même type d'anomalie ultrastructurale dans leur cils respiratoire et dans le flagelle de leur spermatozoïde. C'est également un gène qui nous a permis d'établir une preuve de concept, à savoir l'invalidation in vitro dans des cellules respiratoires du gène par CRISPR-Cas9. On réussit à reproduire les défauts ultrastructuraux et fonctionnels qu'on observe chez les patients, tout en conservant une différenciation multiciliée. Alors, vous avez ici les images en haut des cils respiratoires et en bas d'axonème de flagelle des spermatozoïdes chez des patients porteurs de mutations de ce gène. Et donc, vous voyez qu'en haut, les flèches rouges indiquent que dans les cils respiratoires, il reste encore des bras externes, tandis qu'il n'y a plus de bras internes. En revanche, dans le flagelle du spermatozoïde, eh bien, il n'y a plus du tout de bras de dynéine, ni externe ni interne, pour assurer le mouvement.
Alors, pour aller plus loin, Lucie Thomas, qui est thésarde au sein du laboratoire, a essayé de décortiquer en fait les différentes isoformes des bras qui étaient absents ou présents chez ces patients. Donc, sur la gauche, c'est rassemblé dans un schéma sur le cil respiratoire et sur la droite, vous avez le spermatozoïde. Donc, ce qui est en rouge, hachuré ou pointillé, sont les isoformes de bras qui sont manquantes. Donc, vous voyez que dans le cil respiratoire, il manque certaines isoformes des bras internes. Il manque les bras externes dans le spermatozoïde et certaines des isoformes dans des bras internes dans le spermatozoïde, ce qui explique en fait ce qu'on voyait en microscopie électronique. Donc ça entre en résonance avec des données récentes qui ont démontré en fait que l'assemblage des bradynéines est réalisé dans des organelles liquides au sein du cytoplasme et qu'au sein de ces organelles, il existe des sous-domaines qui sont spécialisés dans l'assemblage de certains sous-types de bradynéines particuliers. Je terminerai par deux gènes, DNAH8 et DNAH17, qui sont impliqués dans l'infertilité masculine isolée, alors qu'ils codent pour des chaînes lourdes de bradynéines externes. Alors, fin 2017, en fait, on suspectait déjà depuis plusieurs années que tous les patients DCP n'étaient pas fertiles. Et un étudiant du labo, en fait, a réalisé un travail rétrospectif. Et sur 85% DCP, eh bien 26 avaient réussi à avoir des enfants spontanément, notamment des patients porteurs de mutations dans DNAH5 et dans DNAH11, qui sont des causes majeures de dyskinésie ciliaire primitive. Alors, en fin 2019, en fait, nous avons impliqué en collaboration avec Aminata Touré DNAH17 dans des infertilités masculines isolées sans atteinte respiratoire. Et l'année suivante, DNAH8 a été impliqué par un autre groupe dans exactement le même phénotype. On a également démontré que ces deux types de chaînes lourdes de dynéine n'étaient pas du tout exprimés dans le cil respiratoire et qu'à l'inverse, DNAH5 et DNAH11, ces causes majeures de dyskinésie, ne sont pas du tout exprimées dans le flagelle du spermatozoïde. Donc ça, c'est une donnée qui est importante pour le conseil génétique aux patients, puisqu'en fait, ça veut dire que quand on a une mutation dans ces gènes-là, eh bien, on n'est probablement pas infertile, en tout cas, si on est de sexe masculin. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole à Bernard Mech. Je crois qu'on répondra aux éventuelles questions en fin de session. Juste une publication qui me paraît importante pour les personnes qui travaillent avec les patients porteurs d'une DCP, mais aussi pour les autres dilatations des bronches, peut-être hors muco pour l'instant, qui est une publication qui a porté sur des nouveaux, je vais qualifier d'anti-inflammatoires dans les bronches, qui jouent donc sur les protéases. Vous savez que les protéases ont un effet important sur l'inflammation bronchique. Il y a effectivement des inhibiteurs qui ont été développés et qui permettraient de diminuer l'inflammation à pôle nucléaire neutrophile dans les bronches. Il y avait des données antérieures pour assurer un peu plus le rationnel, c'était que ces inhibiteurs inhibent les trois principales protéases. Il y avait un effet dose-dépendance sur l'élastase et effectivement, dans une population de dilatation des bronches adultes, il avait déjà été montré qu'il y avait une corrélation entre le taux de neutrophile élastase dans les bronches et la sévérité des dilatations des bronches. Et il y a eu une étude récente publiée dans New England, c'est une étude de phase 2, donc c'est assez original parce que c'est la première publication sur les dilatations des bronches depuis très longtemps dans le New England sur un essai thérapeutique. Et donc, ils ont utilisé le brensocatib, vous voyez, à différentes doses, avec des critères principaux et des critères secondaires. C'est une phase 2, donc c'était plutôt axé sur la tolérance et l'effet dose. Mais pour autant, ils ont réussi donc déjà à inclure, vous voyez, 87 patients dans chaque bras, avec comme critère principal un temps à la première exacerbation et puis des critères secondaires assez classiques. Et ils ont retrouvé effectivement un effet qu'on peut voir donc sur ce schéma avec les deux doses de brensocatib utilisées sur le critère principal. Et la chose peut-être intéressante pour nous, c'est qu'ils n'ont pas exclu dans cette étude les malades qui étaient déjà sous macrolide au long cours ou les malades qui étaient déjà colonisés à piocyanite, et on a l'impression, alors c'est du post-hoc, donc il faut toujours s'en méfier, mais que le bénéfice reste entier même dans ces populations de patients. Donc il y a une étude de phase 3 qui est en cours multicentrique, la France va participer, je crois que c'est qu'une étude que de patients adultes, mais je pense que voilà,
c'est une voie intéressante qui va peut-être se développer, qui va peut-être nous permettre d'avoir un outil thérapeutique supplémentaire pour ces patients porteurs d'une dilatation des bronches. Alors, pour revenir au groupe, on n'a pas voulu parler aujourd'hui des travaux qui sont en cours, faute de temps un petit peu. Donc, il y a à la fois le travaux sur l'éducation thérapeutique et puis sur la fertilité. Mais ce qui a bougé peut-être un petit peu, c'est la structuration des projets européens. Vous savez qu'avant, il y avait un groupe qui s'appelait Big PCD, qui était une cost action, qui avait été très dynamique, avec une constitution de groupes de travail important, mais qui a fini sa belle vie en 2019. Il y a eu une soumission en 2019 un peu plus large, Siliopathie, portée par Helmut Omoran, qui n'a pas été accepté par la cost action. Il a resoumis de nouveau cette année, vous voyez, un autre projet assez proche et qui intègre plus de siliopathie, parce qu'il est classique de dire que les cost action ne donnent pas de financement sur les mêmes pathologies, donc on est en attente de cette resoumission. Et puis en parallèle, via l'European Respiratory Society, il y a eu l'acceptation d'un grant dans le cadre des Clinical Research Collaboration, et qui a été fait par Amelia Schumark, donc, qui est à Dundee, et Mirofona Gourtakis, qui est en Suisse, et qui porte, donc, comme son nom l'indique, sur la structuration à la fois clinique et de recherche dans le domaine de la dyskinésie ciliaire. En fait, on a repris le même nom, il va donc s'appeler Big PCD de même, et vous voyez, il y a différents work packages qui ont été faits. Nous participons à un des work packages, notamment Marine Legendre et moi-même sur le work package 2, sur les databases. Et donc, bon, voilà, il va y avoir une activité structurante, et je pense que c'est important dans le cadre des maladies rares d'avoir une structuration au niveau européen, ce qui permet d'augmenter quand même clairement le nombre de patients et de pouvoir faire des études plus précises. Enfin, il y a une structuration que je dirais qui est en cours au niveau de l'ERN là. Donc, voilà ce que j'avais à dire cette année pour les dyskinésies ciliaires. Alors du coup, moi je vais vous parler de l'algorithme diagnostic. C'est un algorithme qui a fait déjà l'objet de discussions ici au cours des réunions Respirare et puis évidemment au niveau international. Donc je vais revenir un petit peu sur ces discussions et puis je vais finir par expliquer un petit peu l'impact de la pandémie du Covid sur la possibilité de ces prélèvements et les propositions d'algorithmes que l'on a faites pour s'adapter aux conditions actuelles. Alors, un bref rappel sur la démarche diagnostique dans le cadre de la dyskinésie ciliaire primitive. Bien sûr, on suspecte le diagnostic sur un certain nombre d'éléments cliniques. Vous connaissez tous maintenant le score Picadar qui permet de scorer les symptômes et donc d'évoquer le diagnostic de façon plus confortable en fonction du score. Je vais revenir un petit peu avec les algorithmes. Il faut éliminer évidemment les diagnostics différentiels, et principalement la mucoviscidose et les déficits immunitaires. Et puis, on a un certain nombre d'analyses fonctionnelles, la mesure du NO nasal, et puis l'étude du battement ciliaire par microscopie optique et ou vidéomicroscopie haute vitesse, qui permet de suspecter le diagnostic. Et enfin, on a les examens qui permettent de confirmer le diagnostic, que sont la microscopie électronique obtenue sur un prélèvement de biopsie ciliaire et les analyses génétiques. Alors vous avez ici l'algorithme européen qui a été publié en 2017, qui reprend un petit peu ces éléments d'examen et qui, lorsqu'on suspecte l'ADCP, notamment dans le cadre de la réalisation d'un score Picadar supérieur à 5, le score est coté sur 14, d'envisager trois étapes. Une première étape qui consiste à avoir recours à NO nasal et donc à la vidéomicroscopie haute vitesse. En cas de NO nasal effondré d'anomalie ou d'anomalie du battement ciliaire, de proposer la biopsie ciliaire pour l'analyse en microscopie électronique et enfin la génétique. Le score clinique notamment de Picadar permet d'être un test de dépistage relativement sensible, qu'on peut même augmenter en sensibilité si on prend un seuil à 4. Ce qui est dit aussi tout au long des recommandations, c'est que même si les examens sont pas en faveur du diagnostic, si on a une confortation clinique forte pour
pour le diagnostic de DCP, on peut quand même envisager les étapes suivantes au cours de discussions pluridisciplinaires. Et puis, en ce qui concerne la génétique, on y reviendra, mais dans ce cadre de l'algorithme européen, elle est plutôt adaptée et réalisée selon les résultats de la microscopie électronique. Alors, il y a une entité clinique aussi qui est proposée, qui est les DCP qui sont peu probables et les DCP qui sont fortement suspectés. Si vous avez, même si vous avez une clinique évocatrice, mais avec un NO nasal et une vidéomicroscopie haute vitesse normale, le diagnostic de DCP est peu probable. Et puis, si vous avez un NO nasal bas avec une vidéomicroscopie optique anormale, et donc dans le consensus, on dit à 3 reprises au moins, le diagnostic est fortement suspecté. L'idée étant d'éviter des retards de prise en charge dans le cadre des délais pour réalisation des prélèvements de la biopsie et des délais par rapport aux résultats de la génétique. Alors l'algorithme américain est différent pour plusieurs raisons différentes. Bon, déjà, ils utilisent un score clinique un peu différent qui est basé sur une étude qu'ils avaient fait en termes d'arguments cliniques majeurs qui permettait de mettre en évidence 4 arguments cliniques majeurs, le situs inversus, la détresse respiratoire néonatale et les symptômes respiratoires et aurés précoces, c'est-à-dire avant l'âge de 6 mois. On peut remarquer déjà que ce score clinique est quand même beaucoup moins sensible, avec une sensibilité de 80%, ce qui permet de supposer que il y a beaucoup de patients qui ne vont pas être investigués et donc pas diagnostiqués, en sachant que voilà, l'algorithme dit que si on a moins de 2 symptômes, on doit arrêter les investigations. Au cœur de cet algorithme, il y a le NO nasal, mais seulement pour les enfants de plus de 5 ans. Et initialement, donc, sur la première version des guidelines, on parlait de DCP confirmé à partir du moment où on avait un score clinique élevé, un NO nasal diminué. Ça n'empêchait pas si le NO nasal était normal, de proposer une analyse génétique en premier lieu, si on avait une suspicion clinique forte, et seulement en recours à la microscopie électronique si la génétique était non concluante. Pour ceux pour lesquels le NO nasal n'était pas réalisable, c'est-à-dire les moins de 5 ans, ou pour lesquels on avait une interprétation douteuse, ils proposaient en première intention de faire la génétique et enfin la microscopie électronique. Vous voyez donc dans cet algorithme que la vidéomicroscopie optique a totalement disparu, tout simplement parce que il y a une expertise aux États-Unis qui est assez faible concernant cet examen. Et le deuxième point, c'est que la génétique est au cœur, et une des explications, c'est que c'est là encore des problèmes de disponibilité des examens, et notamment de la biopsie et donc de la microscopie électronique, d'une part, et puis d'autre part, des histoires aussi de coûts, en sachant que la génétique fait partie des éléments diagnostiques reconnus par les assurances privées américaines. Alors l'algorithme a été un petit peu modifié en 2020 après les différents débats, et donc ils ont précisé que finalement le diagnostic ne pouvait pas être retenu avec simplement un NO nasal, mais qu'il fallait confirmer le diagnostic de toute façon par la génétique, et donc qu'il fallait l'élément d'une anomalie génétique authentifiée pour confirmer le diagnostic, même pour les plus de 5 ans. Alors il y a des réalités de terrain, ça tout le monde est d'accord pour dire qu'aucun test isolé est suffisamment sensible pour exclure le diagnostic. Ce qu'on sait aussi, c'est évidemment que plus de tests sont réalisés, plus il est facile et performant de faire le diagnostic, mais il faut aussi tenir compte justement de ces réalités de terrain, selon les pays, selon les structures. Il y a des difficultés de disponibilité, de faisabilité des examens, des difficultés d'expertise, et puis également des notions de coût et de prise en charge à prendre en compte. En ce qui concerne le NO nasal, effectivement, tous les centres ne sont pas équipés en NO nasal, et donc c'est un petit peu la limite de cette analyse, en sachant que maintenant c'est assez standardisé et que on peut le faire assez facilement. Alors chez les enfants d'âge scolaire, mais aussi dans certains centres, on a une expérience, notamment en France, de la mesure du NO nasal en volume courant. Il y a toujours les problèmes de préparation, puisqu'on sait que l'obstruction nasale est une cause de NO nasal diminué, donc il y a une préparation qu'il faut bien faire pour que l'examen soit fait de conditions optimales, et quel que soit l'algorithme, et en France c'est la même chose, il faut au moins 2 mesures du NO nasal pour dire qu'il est bien diminué ou normal.
Ensuite, il y a la vidéomicroscopie haute vitesse. Là encore, ça dépend un petit peu de l'expertise locale, hein, puisque c'est un examen qu'on ne peut pas exporter. Ça doit être sur cellules vivantes, dans des conditions de température adaptées. Et donc, ça doit être traité sur place, sur site. Il y a la difficulté de la standardisation des logiciels. Et puis, il y a quand même un certain nombre de faux positifs, simplement parce qu'il y a beaucoup de dyskinésie ciliaire secondaire. Notamment. Et en microscopie électronique, les difficultés, c'est évidemment d'avoir un prélèvement de bonne qualité, interprétable. Hein. On est souvent confronté à des microscopies électroniques qui ne peuvent pas être réalisées du fait de la qualité du prélèvement. Ça nécessite effectivement une expertise. En revanche, voilà, ça peut être envoyé après préparation au laboratoire d'expertise sans trop de difficultés. On sait maintenant depuis 10 ans, hein, le bémol, c'est qu'on a longtemps considéré que c'était un gold standard, mais on sait que maintenant, il y a un certain nombre plutôt de DCP avec une ultrastructure normale en microscopie électronique. 20-30%, c'est les chiffres globaux dans la littérature. En France, on serait plutôt autour de 15-20%. En ce qui concerne la génétique, là encore, c'est un prélèvement qui est facile à réaliser pour le coup, facile à envoyer. En revanche, la valeur prédictive positive de l'analyse génétique est bien meilleure si les autres tests sont réalisés positifs, hein, notamment le NO-nasal. Une des difficultés, c'est qu'il y a de nombreux gènes, hein, vous le savez, au moins 50 publiés actuellement, et puis il y a donc beaucoup de variants de pathogénicité inconnue. Hein, quand on identifie une mutation, c'est souvent des mutations qu'on retrouve dans une ou deux familles. En tout cas, ça concerne peu de mutations. Elles sont rarement retrouvées dans l'ensemble de la population des patients ayant une DCP. Là encore, on ne connaît pas la génétique de l'ensemble des patients qui ont une DCP, et donc on considère en France, chez des patients bien sélectionnés, qu'on retrouve une mutation chez 85% des patients. Alors, en France, on en a parlé en 2019 à la SPLF, hein, malgré tout, étant conscient de ces difficultés diagnostiques et de la disponibilité des examens, notamment pour les petits, il a été convenu que dans certaines situations cliniques, on pouvait envisager la génétique en première intention, après avis pluridisciplinaire et notamment au cours de la RCP nationale, notamment en priorité pour les patients qui étaient nés avec une détresse respiratoire néonatale avec un situs inversus, qui sont petits pour réaliser des examens plus invasifs et qui permettent sur un certain nombre de gènes sélectionnés pour le phénotype d'avoir un résultat diagnostique plus précoce. Il y a deux circonstances où on pourrait l'envisager, que je vous ai citées ici, la détresse respiratoire néonatale avec des infections typiques des voies respiratoires hautes et basses et de façon précoce. Quand il y a une suspicion clinique forte avec des tests, au moins un test fonctionnel anormal, que ce soit le NO-nasal ou la microscopie optique et la vidéomicroscopie haute vitesse. Et puis évidemment, chez les patients pour lesquels le diagnostic est difficile et pour lesquels la microscopie électronique a été tentée plusieurs fois sans succès. Alors, je terminerai sur l'impact de la pandémie virale actuelle et en revenant sur chacun des examens un par un, vous montrer, vous expliquer ce qui est possible de faire aujourd'hui. En ce qui concerne la mesure du NO nasal, pour le coup, c'est une technique qui est relativement peu à risque, donc on peut toujours réaliser, avec des recommandations qui ont été publiées en 2020 d'un point de vue méthodologique, et avec la discussion de l'intérêt d'un filtre supplémentaire pour diminuer le risque, notamment pour les personnes qui font l'examen. Le brossage ciliaire, pour le coup, c'est un examen qu'on ne peut plus réaliser actuellement ou seulement dans certaines conditions. Il faut avoir des laboratoires pour la vidéomicroscopie qui soient équipés P2, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et donc, c'est un examen qu'on ne peut plus réaliser, en tout cas en première intention. En ce qui concerne la biopsie ciliaire, il n'y a pas vraiment de problème en ce qui concerne l'analyse elle-même, hein, puisque le virus est neutralisé par le fixateur. En revanche, voilà, bien sûr, il faut tenir compte du risque infectieux lors de la réalisation de la biopsie, mais là encore, il y a des recommandations qui sont écrites ou en tout cas élaborées par l'ensemble des services. Alors, on a eu du mal à discuter de l'intérêt de la PCR nasale avant l'endoscopie parce qu'il faut tenir compte un petit peu des particularités de chacun des sites et c'était difficile d'en faire une recommandation et un consensus global. Évidemment, il n'y a pas de problème pour le prélèvement sanguin pour études génétiques. Alors, ce qui veut dire qu'il faut, pour proposer
si on doit se passer de la vidéomicroscopie optique, il faut évidemment se baser sur les autres éléments et donc avoir des arguments cliniques forts. Et la mesure du NO nasal, si elle était déjà très importante, revient vraiment au premier plan et paraît presque indispensable pour aller plus loin. Alors voilà ce que le groupe de travail DCP vous propose comme algorithme actuellement. Donc devant des signes cliniques évocateurs chez l'enfant et chez l'adulte, je ne vais pas revenir dans les détails sur ces points-là. On essaie déjà de voir dans quelle situation on est, si on a un situs inversus ou pas. Si on a un situs inversus, en première intention, on peut proposer un panel NGS des gènes les plus fréquemment impliqués dans situs inversus et DCP. Si ce n'est pas le cas, voilà, il faut avoir recours à la mesure du NO nasal. Alors, en absence du situs inversus, c'était la partie gauche de la précédente diapo. Évidemment, s'il est effondré, on suit l'algorithme habituel, biopsie ciliaire pour microscopie électronique. En cas d'anomalie ultrastructurale typique, le diagnostic est confirmé, mais on peut compléter par l'analyse génétique qui sera orientée par les résultats de la microscopie électronique. Là encore, deux mutations non ambiguës dans un gène de DCP permettent de confirmer le diagnostic. Dans le cas où le NO nasal est non effondré, qu'on n'a pas d'anomalie ultrastructurale typique, ou si la génétique est non concluante, on propose de passer en RCP national pour aider pour avancer le diagnostic. En cas de syndrome de Quintergénaire, donc réalisation d'un panel NGS des gènes les plus fréquents, comme dit plus tôt. S'il est contributif, nous avons un diagnostic. Si ce n'est pas le cas, comme c'est un certain nombre de gènes qui sont sélectionnés, on ne peut pas exclure des mutations dans des gènes qui n'ont pas été analysés. Et donc, en première intention, de nouveau, on propose la biopsie ciliaire pour microscopie électronique et on suit l'algorithme comme précédemment cité. Et évidemment, en cas d'analyse non concluante, là encore, il ne faudra pas hésiter à passer par la RCP nationale. Merci beaucoup à tout le groupe. Je pense qu'on a quelques minutes pour les premières questions. Il y a une première question, je pense, pour Marie. Où faut-il envoyer le bilan pour le panel génétique? À l'heure actuelle, nous, on fait le panel avec les 48 gènes plus des gènes recherche, enfin un grand panel capture. Je crois qu'à Lille, ils font plusieurs panels aussi. Voilà. D'accord, donc en pratique, c'est Lille et Trousseau, c'est ça, qui ont chacun une approche génétique sur les DCP. Il y a pas nous, on fait, alors quand on pouvait le faire, on fait à la fois le battement ciliaire, l'étude du battement, l'AME en collaboration avec le CHIC. Donc en fait, nous, on a l'ensemble des investigations. Et on interprète la génétique sur la base des données, notamment de microscopie électronique, puisqu'en fait, je ne sais pas si, vous savez, il y a 5 à 10% de la population générale qui porte une mutation hétérozygote dans un des 48 gènes de DCP. Donc, trouver une mutation hétérozygote, une mutation stop, c'est quelque chose de très fréquent. Donc après, il faut savoir si c'est en lien avec la maladie ou si c'est par hasard qu'on trouve ça. D'où l'intérêt des examens à côté, pour éviter de faire des catastrophes en conseil génétique, avec des demandes de DPN avec une seule mutation ou des choses qui ne sont pas causales. D'accord. Alors, il y a un commentaire, c'est Lyon a un panel aussi depuis peu. Voilà, mais ça, je pense que chaque centre de compétences peut aussi se rapprocher de son laboratoire de génétique pour savoir ce qui se fait ou l'adresser au mieux.